Bonjour, bienvenue dans ce troisième chapitre dédié au réglage du JLOD. Dans ce chapitre, je vais vous présenter une manière un petit peu plus automatisée d'aller chercher ce point de limite de résonance. Et je vais vous montrer également comment faire d'une façon très très simple une mini-analyse du signal pour caractériser ce que l'on obtient sur le tracking deviation et sur le courant. Alors, en première étape, nous allons utiliser le programme. Je vais vous montrer comment il fonctionne et je vous l'expliquerai dans une deuxième étape. Donc, je suis toujours sur le même programme que le précédent. Je vais relancer comme ceci. Je relance la trace. Je suis en limitation de courant à 10%. Et j'ai une fonction qui me permet d'aller tester un JLOD. Donc j'ai une valeur, c'est dans une structure. J'ai une valeur ici à aller tester à 10. Puis je reviendrai à une valeur de backup à 0. Ceci pendant 500 millisecondes. Et je déclenche ceci en appuyant sur ce bouton test du JLOD. C'est une bascule RS. Voilà, donc je suis à une grande valeur. Donc forcément, j'atteins la résonance. Et je retrouve pour une durée d'à peu près 600 millisecondes. Je vais afficher ce bit-là peut-être. Voilà, ça c'est la période pendant laquelle on va faire ce test-là. Puis on revient immédiatement après à la valeur de JLOD de 0. Ça c'est une sécurité. Donc on va retrouver ici ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire une fréquence. Celle de tracking deviation et du courant, c'est la même fréquence. C'est finalement les mêmes causes provoquent les mêmes effets, donc c'est normal d'avoir la même chose. Et dans ce mécanisme, donc je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, j'ai rajouté une analyse du courant qui commence 100 millisecondes après le début. Donc que je vais, et cette analyse du courant, je vais la faire pendant 500 millisecondes. Et en analysant tous ces points du courant, je vais pouvoir connaître la valeur moyenne, je vais pouvoir mesurer l'amplitude. Bon, il se trouve que l'amplitude ne m'intéresse pas vraiment. Je vais pouvoir mesurer la fréquence, ça c'est important pour caractériser le type de résonance que l'on a. Et surtout, beaucoup plus important que l'amplitude, je vais aller mesurer quelque part une valeur efficace. La valeur efficace va beaucoup plus caractériser le phénomène ondulatoire que des amplitudes. Si vous avez un axe avec une forte charge, une charge verticale, l'amplitude peut ne pas être suffisante pour arriver à conclure. Et donc, ces paramètres-là, je vais les ajouter sur la trace, donc le courant efficace, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là, donc le courant efficace et la fréquence. La fréquence, le JLOD à tester. Je relance la trace et je vais tester une toute petite valeur pour ramener à des valeurs entre guillemets d'équilibre. Je dézoome en temporel. Voilà, je suis revenu à quelque chose de très petit, un JLOD de 1. On n'a pas de résonance. Je vais aller directement à 5. On n'a toujours rien. 6. Toujours rien. 7. Ah, un petit peu. 8. Un peu plus. Je vais aller à 10. Voilà, et là je suis limité en courant, donc c'est pas la peine que j'aille plus haut. Je vous montre juste si je mets une limite de courant plus élevée, les amplitudes seront les mêmes mais plus élevées. Voilà, je double l'amplitude. Donc je reviens à quelque chose de plus basique et je remets
un J-load à 1. Voilà. Et maintenant, je vais analyser la trace. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois sur la trace? Ici, ça résonne un tout petit peu. Voilà. Et une fois que mon échantillonnage, mon analyse est terminée, je calcule le courant efficace, cette courbe-là, et là, je vois que mon courant efficace augmente. C'est-à-dire qu'il n'est plus à une valeur suffisamment faible pour être insignifiant, mais, alors quand je dis insignifiant, c'est la valeur de l'efficace versus la composante continue ou pseudo-continue. Par contre, quand j'arrive en résonance, la valeur efficace finalement dépasse cette valeur continue ou la valeur moyenne, hein, si on veut. Donc là, j'ai un début de résonance. C'est beaucoup plus flagrant quand je passe à la valeur suivante, c'est-à-dire à 8. Là, j'ai quelque chose de vraiment caractéristique. Donc, je vais tester la valeur 8 pendant ce temps-là et j'obtiens un courant efficace cette fois qui est grand, ici donc 280 mA, qui est grand par rapport à une composante continue à peu près de 20 mA. Voilà. Alors, on calcule la valeur efficace, qui est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts. On calcule la valeur moyenne et on calcule également la fréquence. Alors la fréquence, je vais l'afficher. Elle est ici. C'est la courbe verte en dessous. Donc, quand on a fini cette analyse-là, on a pu déterminer une fréquence à 170 Hz. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit dans le chapitre précédent, 6 millisecondes de période, ça fait à peu près 170 Hz. Voilà. C'est pas que je suis doué en calcul mental, c'est que je l'avais repéré en préparant cette présentation. Et entre cette analyse-là et la précédente, on est passé de 160 à 170 Hz. Voilà, rien d'étonnant, hein. On est dans l'incertitude des grandeurs physiques. Par contre, auparavant, on avait une fréquence à 100 Hz. 100 Hz, c'était pas significatif. C'était plus une mesure liée à un bruit blanc, à des signaux aléatoires qu'autre chose. Voilà. Tant qu'on n'a pas un courant efficace significatif, encore une fois, courant efficace qui caractérise des oscillations, un signal en sinus, ça n'a pas trop de sens d'aller mesurer une fréquence. Voilà. Par contre, à partir de ce point-là, et pour tous les tests suivants, on va trouver quelque chose d'à peu près constant. Donc 170,3, 171,0, 173,0. Voilà, c'est des choses qui sont très comparables. Voilà, ça c'est le test en manuel, c'est-à-dire qu'on lance, on définit soi-même un J-load à tester et il va réaliser le test comme ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Par contre, là où on automatise un petit peu cette fois, c'est que on calcule donc le courant moyen, le courant efficace et la fréquence. À présent, je vais lancer un test entièrement automatique, c'est-à-dire que on va faire une progression, comme je vous l'indiquais dans le chapitre 1, une progression géométrique par pas de 1,125, enfin avec une raison de 1,125, je vous montrerai dans le programme comment ça se passe, et là, de manière automatique, on va trouver le J-load optimum. C'est parti. Donc, on commence à tester avec 1, puis 1,25, puis 1,42, puis 1,60, etc., etc. On voit en bleu, on voit ici quelque chose qui ressemble à une forme exponentielle. Voilà, on multiplie chaque fois par la raison, la valeur précédente. On est à 2,88. On voit que eh bien, le courant efficace n'évolue pas trop. Ah, voilà, il commence à évoluer. Ici, on arrive dans une valeur qui nous intéresse. Là, on raisonne vraiment et le test s'arrête. On reconfigure, je peux arrêter la trace, on reconfigure juste après. Donc, une fois qu'on a détecté le premier seuil de résonance à 7,4, on enlève 30% et on revient à 5,18. Voilà.
Alors, là, si on voulait être rigoureux, on irait chercher plus finement le seuil de résonance entre 6,6 et 7,4, hein, puisqu'entre les deux, on a quand même un pas assez important. On pourrait être plus fin. Ne retenez pas ceci, retenez la méthodologie. Voilà, on incrémente en suivant une progression géométrique le J-load jusqu'à trouver à peu près la zone de résonance. Si on veut être plus fin, on affine ici, et derrière, on descend de 30%. Voilà. Alors, on peut zoomer un peu plus. Ici, on va retrouver notre fréquence caractéristique, hein, à 170 Hz ou 6 millisecondes de période. Très certainement, sur le test précédent, on doit pouvoir le retrouver un tout petit peu, c'est-à-dire ici. Voilà. Alors, il n'est pas forcément flagrant. Il n'induit pas une valeur efficace selon les critères que j'ai définis suffisamment importante pour détecter un début de résonance, mais voilà, on commence à avoir les prémices de cette oscillation. Voilà, c'est pas assez important pour être significatif, pour vraiment résonner, mais voilà, ça résonne un petit peu. Et d'ailleurs, on est avec un J-load testé à 6,5, et ce 6,5, vous voyez, il est supérieur à ce que l'on va retenir après, 5,2. Voilà, je vous le remontre une nouvelle fois. Voilà, un test entièrement automatique et rapide. Donc, on fait un test toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes. Et on refait une séquence de test de 600 millisecondes. Les premières 100 milli, il ne se passe rien. Et les 500 millisecondes après, c'est là qu'on va faire l'analyse du courant, du courant efficace et de la fréquence, comme je vous ai montré dans le test précédent. Ce que j'appelle ce test automatique, c'est juste un enchaînement de tests manuels de J-load ici, en changeant automatiquement cette valeur et en s'arrêtant quand on détecte la valeur critique. Voilà. Donc ici, je l'ai fait en 40 secondes. Hein. Voilà. En 40 secondes, j'ai déterminé mon J-load optimal. Donc, à présent, je vais vous donner quelques points d'entrée de ce programme, comment il fonctionne. Donc, on a besoin d'une tâche rapide et prioritaire pour échantillonner le courant. Donc, pour ce faire, alors là, on arrive dans des choses un petit peu délicates. Hein, quand on fait ceci, il faut le savoir. Il faut savoir un petit peu ce qu'on fait pour ne pas faire trop de bêtises. Donc, on crée une tâche de forte priorité, qui est la tâche sampling. C'est une tâche qui est calée sur l'événement RTP-axis, c'est-à-dire la tâche Cercos à 1 milliseconde, priorité très forte. Et cette tâche, donc, qui est appelée toutes les millisecondes, elle va en fait échantillonner le courant. Je vais zoomer un petit peu. Elle va échantillonner le courant. Donc, alors, on va détecter un front montant du test en cours. Pardon, on va déclencher une temporisation de ce bit test en cours avec un retard de 100 millisecondes. Quand on aura le front montant de ceci, on va remettre l'index du tableau d'acquisition à 0. On va dire que les données ne sont pas disponibles. Et lorsque l'on aura un front descendant sur ce bit sampling, c'est-à-dire qu'on aura terminé cette séquence qui dure 600 millisecondes, à ce moment-là, on va... alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Quand on a le front descendant, on dit que les données sont disponibles. Et quand on est en phase d'échantillonnage, c'est-à-dire au bout de 100 millisecondes et jusqu'à 600 millisecondes, on va mémoriser l'échantillon du courant. Le courant, on va le lire ici. Donc, conversion d'int vers long réel du courant. On va le mettre dans un tableau et on incrémente l'index d'échantillonnage pour le cycle suivant. Donc, si vous faites des tâches rapides sur la tâche Cercos, des tâches prioritaires,
gardez bien à l'esprit de faire très très peu de choses, très peu de traitements, pas de calcul, pas de calcul. En parallèle de ce traitement, et de manière homogène, je mesure en continu deux tables alternatives où je change toutes les 200 millisecondes. C'est-à-dire que en permanence, je vais échantillonner le courant dans une table où j'accède par un pointeur. Je vais mettre le courant dedans, j'incrémente l'index. Quand l'index est supérieur à 200, c'est-à-dire au bout de 200 millisecondes, pour ma structure, les données deviennent disponibles. Si mon pointeur était sur la structure 1, je le fais passer sur la structure 2. Et sinon, s'il était sur la structure 2, je le fais passer sur la structure 1. Je remets l'index d'échantillonnage à 0. Et pour le nouveau tableau d'échantillonnage, je dis que les données ne sont pas disponibles. C'est une façon relativement simple de pouvoir alternativement bufferiser d'un côté, faire les mesures de l'autre, et quand mon buffer d'acquisition est plein, je passe l'acquisition sur le deuxième buffer et je vais faire les analyses sur le premier. Voilà, deux buffers alternatifs. Ici, j'ai choisi de le faire à 200 millisecondes. On pourrait mettre 500 milli, on pourrait mettre une seconde, ce qu'on veut. Très important, il faut bien penser à initialiser au premier cycle les deux pointeurs, donc sur la structure d'échantillonnage 1 sur la structure d'échantillonnage 2, et le pointeur générique à l'initialisation pointe sur la structure 1. Voilà. Ça veut dire, alors si je relance la trace pour que vous compreniez ce qui se passe, donc c'est la trace où on va afficher en permanence le courant efficace et non celui du test du J-load, et en permanence on va mesurer la fréquence comme ceci. Donc je relance cela. Voilà, donc ici en permanence et toutes les 200 millisecondes je calcule un nouveau courant efficace. On peut arrêter la trace et voir que c'est vraiment toutes les 200 millisecondes que je calcule une nouvelle valeur, et de même en dessous je calcule une fréquence, alors encore une fois qui n'est pas significative parce qu'on est plus dans le bruit, mais si je force la résonance, on va le voir. Donc dans le J-load du DRV directement, je me mets à 10, et là on va voir que cette fois le courant efficace il va être relativement constant, et la fréquence de l'analyse en continu, elle est elle aussi relativement constante, autour de 171 Hz. Donc je fais fonctionner en parallèle deux systèmes, celui de l'analyse en continu, donc avec deux buffers qui basculent toutes les 200 millisecondes, et celui que j'utilise pour le test en automatique où je fais progresser le J-load suivant une suite géométrique. Une parenthèse, ces deux buffers alternatifs à 200 millisecondes, je n'ai pas inventé grand-chose, c'est la façon qui avait été utilisée au tout début des cartes son, les premières cartes Sound Blaster dans les années 90, pour échantillonner un signal à l'époque où l'électronique n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui. On échantillonnait sur un buffer, pendant que l'autre buffer servait au transfert vers le disque dur. Et quand le buffer d'acquisition était plein, on permutait les deux buffers. Ça permet d'avoir de la parallélisation de tâches et de garder celle d'acquisition vraiment temps réel synchrone, de ne pas la perturber. Alors, ça c'était pour vous montrer la tâche rapide qui échantillonne le courant. En parallèle de cela, et comme je viens de le dire juste avant, on a besoin d'une tâche lente basse priorité qui, elle, va, une fois qu'on aura un buffer d'acquisition, que ce soit toutes les 200 milli ou lorsqu'on déclenche un test, va devoir faire les calculs, valeur moyenne, courant efficace et calcul de la fréquence. Donc cette tâche lente basse priorité, alors je ne suis pas très original, j'ai utilisé ceci, tâche médium priorité, je la mets à 10 millisecondes, priorité 20,
Alors, j'ai pas mis 31 parce que j'ai déjà dans ce template une tâche basse priorité, priorité 31 pour les lectures des températures moteurs. Donc, j'ai besoin de quelque chose de pas aussi basse priorité que cela. C'est pour ça que je l'ai appelé médium priorité. Ceci dit, ceci dit, par rapport à la tâche main qui est en priorité 8, cette tâche, même si elle a la même périodicité, elle est de priorité beaucoup plus basse. C'est-à-dire que si elle dure trop longtemps, en particulier pour l'analyse, le traitement du signal, elle peut être interrompue par la tâche main machine qui, elle, a besoin d'être absolument synchrone et encore plus interrompue par la tâche Cercos qui, elle, doit vraiment interrompre tout ce qui peut être encore actif au moment où elle doit se passer. Et, très important, donc, pas de watchdog. Alors, c'est pas le cas ici, hein, mais si on avait des calculs beaucoup plus importants à faire, on pourrait avoir des cas de figure où on déborde un watchdog. Donc, très important, pas de watchdog. Quand vous faites comme ceci des tâches où vous supprimez le watchdog, quelque part, vous prenez entre guillemets un certain risque. Voilà, il faut bien être conscient de ce que vous faites, des risques que vous encourez. Mais si vous mettez une basse priorité et que les tâches vraiment nécessaires, donc la tâche main machine ou la tâche Cercos, peuvent vous interrompre, à ce moment-là, ce n'est pas gênant du tout. Dans cette tâche basse priorité ou priorité moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quand on a une bascule RS, donc c'est celle sur laquelle je clique ici, hein, quand on a une bascule RS pour faire un test, on rend la bascule RS, on lance une tempo qui va durer 600 millisecondes. C'est-à-dire que ce bit-là, il va passer à true, et comme c'est une T off, au bout de 600 millisecondes, il va repasser à off. Encore une fois, 600 millisecondes. Dans la tâche d'acquisition, on va attendre que les premières 100 millisecondes passent pour stabiliser le courant, pour stabiliser les oscillations. Et pendant 500 millisecondes, après, on fera l'analyse. Donc, quand on est en phase de test, c'est-à-dire quand ce bit-là est à true, à ce moment-là, la valeur de JLOAD doit être celle que l'on veut tester. Et quand on sort du test, quand ce bit repasse à faux, on repasse à la valeur de backup. En gros, ici, on va avoir la valeur à tester, ici, on va avoir 0. Et quand cette valeur n'est pas égale à celle qu'on avait avant, à ce moment-là, on va écrire la valeur du JLOAD dans le DRV. Attention, attention, je vous ai dit que le JLOAD n'était pas écrit à tous les cycles Cercos. Donc, lorsque l'on écrit ça, eh bien, effectivement, on va prendre du temps. Et il ne faut pas, encore une fois, être sur une tâche bloquante qui a un watchdog, sinon on va déclencher des exceptions de watchdog. Voilà. Ensuite, donc c'est pour les deux buffers alternatifs qui mesurent en continu, on va aller regarder le front montant des données disponibles. Lorsque ces données disponibles, on va lancer le calcul, donc c'est dans une méthode ici, on va lancer le calcul et on fera la même chose lorsqu'on fait un test à la main, c'est-à-dire soit celui-là, soit lorsqu'on lance le test automatique qui est séquencé juste au-dessus. Donc cette fonction en fait va admettre une structure qui est toujours la même, allons la regarder. Cette méthode va calculer la valeur moyenne, donc on initialise une moyenne à 0, on fait la somme de tous les éléments jusqu'au dernier qui a été mémorisé, la moyenne étant égale à la somme divisée par le nombre d'échantillons. Et on met à jour dans la structure la valeur moyenne. Ensuite, on va calculer la fréquence. Je vais vite, je vous laisserai analyser le code par vous-même si vous le souhaitez. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure de fréquence? En fait, ça consiste à compter le nombre de fois où on va traverser la valeur moyenne. C'est-à-dire si un échantillon est inférieur à la moyenne et que le suivant
Là, on est à index buffer moins 1. On commence à 1, donc on n'a pas de risque de déborder. Si index précédent inférieur à la moyenne et index courant supérieur à la moyenne, à ce moment-là, on détecte une transition, c'est-à-dire c'est le sinus qui passe par 0. Si c'est la première fois, on va dire que le premier élément, on va donner l'index du buffer, et si ce n'est pas la première fois, on va simplement additionner, enfin, si ce n'est pas la première fois, et même si c'est la première fois, on va incrémenter le compteur d'alternance. Si bien que on sait combien de fois le signal a traversé sa valeur moyenne et en combien de temps. Position du dernier moins position du premier. La position du dernier, c'est toujours celui qu'on détecte. Si bien que si le delta temps, c'est une sécurité, si le delta temps n'est pas nul, c'est-à-dire si on a un vrai signal alternatif, la fréquence sera le nombre de périodes, c'est-à-dire le nombre d'alternances moins 1, divisé par le temps et multiplié par 1000, puisque ici on compte des échantillons des millisecondes. Voilà comment on va calculer la fréquence. La valeur efficace, eh bien, comme je vous le disais, c'est la racine carrée de la moyenne de la somme. Ici, j'ai une boucle où je somme la valeur efficace, je l'initialise à 0. Donc, c'est la racine carrée de la moyenne de la somme des carrés des écarts. Qu'est-ce que c'est que l'écart? C'est la valeur instantanée moins la valeur moyenne. Je la mets au carré et je la somme. Voilà. Ici, ça me permet de calculer la valeur efficace depuis la première fois où je dépasse la valeur moyenne jusqu'à la dernière fois où je dépasse la valeur moyenne. Bien évidemment, je ne divise pas par le nombre d'échantillons, mais par le delta temps que j'ai trouvé ici. Donc ça, c'est une méthode qui, pour les trois structures, c'est-à-dire les deux buffers alternatifs toutes les 200 milli, plus celui où je fais la mesure pendant 500 millisecondes plus 100 millisecondes de stabilisation au début, je fais ces mesures-là, ces statistiques-là. Cas particulier, si je suis sur l'un des buffers alternatifs, je le remets dans une structure continue. Pourquoi? Pour pouvoir tracer ces données-là. Voilà, quand j'ai une valeur qui change toutes les 200 milli, en fait, ce sont ces données-là que je trace. Voilà, je reviens à la tâche lente. Donc ici, on a effectué les traitements. Donc lorsqu'on doit faire ça, alors dans ce cas de figure, ça n'est pas le cas, mais imaginons qu'on ait beaucoup plus que 200 ou 500 échantillons à traiter. C'est une analyse qui pourrait prendre plusieurs centaines de millisecondes, voire plus. C'est pour ça qu'il faut une tâche qui peut être interrompue par les tâches vraiment motion, les tâches nécessaires de la machine, et également la tâche Cercos. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas de watchdog non plus, pour ne pas avoir d'exception liée au watchdog. La tâche prioritaire rapide, la tâche lente basse priorité sans watchdog. Une structure d'échantillonnage pour le G-load plus 2 en continu alternatif plus une synthèse. Alors cette structure, je vous la montre, elle est... où est-ce que je l'ai mise? Voilà, elle est là. Elle est là. Donc c'est une structure dans laquelle je peux mettre jusqu'à 1000 échantillons. Donc j'en utilise soit 200 pour les deux buffers alternatifs, soit 500 pour la mesure du G-load. Un index de l'endroit où je dois aller stocker le prochain échantillon. Un bit pour nous dire que des données brutes sont disponibles, on va pouvoir faire le calcul. Et les trois données qui nous intéressent, le courant moyen, le courant efficace et la fréquence. Voilà. Cette structure est instanciée 4 fois. Donc, pour les deux buffers alternatifs, continu 1, continu 2, celui de synthèse, c'est-à-dire celui où toutes les 200 millisecondes, on recopie les trois données qui nous intéressent, fréquence, valeur moyenne, valeur efficace.
et celui-là qui sert uniquement pour le test du JLOAD lorsqu'il est déclenché, soit une fois, soit dans un test automatique. Je ne vous ai pas montré la séquence de test automatique. Je vérifie, c'est peut-être après. L'initialisation des deux pointeurs pour l'échantillonnage alternatif, je vous l'ai montré. Ça, c'est ici. Voilà, on initialise bien ces deux pointeurs. Mesure de la valeur moyenne, la fréquence, la valeur efficace, je vous l'ai montré. Le lancement d'un test simple à la main, je vous l'ai montré. Progression géométrique du JLOAD. Voilà, c'est là où maintenant on va passer dans la séquence de test en automatique. Donc, tout ceci, eh bien, ça marche, c'est relativement autonome, hein, ça fonctionne seul. Au-dessus, c'est là que l'on va créer la séquence de test en automatique, quelque part. L'algorithme, ou si vous voulez être à la mode, vous pouvez dire l'intelligence artificielle qui va gérer ceci. Voilà, ça n'a rien d'intelligent, hein, ça n'est que de l'algorithmique. Donc, quand je lance une bascule RS de test en automatique, c'est le deuxième, et que j'étais donc dans mon graphe 7 à l'état de repos, à ce moment-là, je rends la bascule RS, mon test en automatique est en cours et je passe à l'état 10. À l'état 10, qu'est-ce que je fais? Je m'efforce de vérifier que j'ai bien limité le courant à 10%. Ma valeur de backup, je la force à 0 et je vais démarrer un test avec un JLOAD à 1. C'est exactement ce que je vous ai montré dans les précédents chapitres. Et puis, je lance ma deuxième bascule RS à true, c'est-à-dire celle ici qui est, que je peux lancer à la main. En fait, ce test en automatique, là, ça n'est jamais qu'une surcouche par rapport au test précédent. Et je passe à l'état 20. À l'état 20, j'incrémente mon compteur de séquence que j'ai initialisé précédemment à 0. Et quand il sera supérieur à 200, alors que je vérifie, je fais des tests à 200 millisecondes. Oui. J'ai peut-être une coquille là, peut-être que c'est 500 qu'il faudrait. On le retestera. Mais donc, bon, j'y reviendrai. Donc, au bout d'un certain temps, ici c'est un état d'attente, hein, si mon calcul de courant efficace est supérieur à 60 mA, alors pourquoi 60 mA? Comme je vous disais, je limite le courant à 10% à 570 mA. Le drive et ce moteur peuvent accepter 5,7 ampères en crête, donc 10%, ça fait 570. Et je décide comme critère que si j'ai encore 10% de ceci en courant efficace, eh bien c'est que je suis en condition de résonance d'oscillation. Donc si je suis en détection de résonance, je vais à l'étape 40 et sinon, je vais à l'étape 30. À l'étape 30, ici, voilà, je retrouve la progression suivant une suite géométrique. Donc je multiplie par 1,125 pour passer une valeur plus grande et je relance une séquence de test et je remets le compteur de séquence à 0 et je reviens à l'étape 20 d'attente. Donc ici, je vais progresser jusqu'à avoir dépassé le seuil. Et quand j'aurai dépassé le seuil, je passerai à l'étape 40, c'est-à-dire que ma valeur de backup, je prendrai la dernière testée moins les 30%. Je remettrai celle de test pour forcer sa mise à jour à celle que je viens de tester. Donc test sera égal à backup. Je relance un test, encore une fois, juste pour mettre à jour la valeur. Et je passe à l'étape 50. À l'étape 50, je vais attendre encore, je vais me mettre à 500 millisecondes là aussi, et je vais revenir à l'état 0. Je crois que ce 200 au lieu de 500, ça correspond à un test que j'avais fait pour vérifier en combien de temps j'étais capable de détecter ceci.
Mais comme l'analyse a besoin de se faire en 500 millisecondes, il est important que je garde la même chose. Et je vais même enfoncer le clou, je vais attendre un petit peu plus pour être sûr que les choses se passent correctement. Je vais retester tout de suite. Vous voyez, c'est une coquille, hein, ça arrive. Ça arrive parce que la préparation est quand même... ça prend un petit peu de temps quand même pour préparer tout ça. Et puis, on ne remet pas forcément tout toujours comme il le faudrait. Alors, la trace. Je relance un test en automatique. Voilà, là on voit bien nos tests pendant... Non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. En fait, ce compteur 200, c'est pas 200 millisecondes, mais c'est 200 fois 10 millisecondes. Voilà. Désolé, j'ai fait une erreur. Je vais faire un arrêt d'urgence et je vais tout arrêter. Voilà, online, je vais tout arrêter. Reset warm. Je vais remettre... Oui, autant pour moi, c'est une erreur, je suis désolé. Donc, je remets 200. C'est 200 fois 10 millisecondes, donc 2 secondes. Voilà. Voilà, c'est l'émotion de l'enregistrement qui m'a fait un petit peu oublier ça. Donc, je relance. J'enlève l'arrêt d'urgence. Je démarre. J'acquitte. Jog. Voilà. Et on va relancer la trace. On relance la trace. Et on aura bien un test toutes les 2 secondes. C'est ça. C'est ça. Donc c'était bien 200 fois 10 millisecondes. Bon. C'est un test, entre guillemets, pour rien, mais voilà, ça permet de... En attendant 2 secondes pour changer d'état, on est sûr que le test précédent qui a duré 600 millisecondes plus l'analyse, on est sûr qu'il est terminé, on est sûr qu'on a bien obtenu les bonnes données, que l'on peut prendre donc la décision sur un critère et des données valides. Voilà. Voilà. Voilà, bon, on obtient la même chose que précédemment. Je suis désolé, voilà, j'ai confondu des millisecondes et le nombre de tâches. Voilà, ça c'était pour vous expliquer l'enchaînement automatique, la séquence automatique de tests de recherche. Encore une fois, ici, un graph set chapeau qui pilote la séquence basique pour un seul test en dessous. Je reviens ici, donc progression géométrique du J-load, nous l'avons vu. Et à la fin de ce graph set, comme je vous l'ai expliqué, on fixe le critère. Alors, le critère sera peut-être, et on met une marge de 30%, bien évidemment. Voilà, j'en ai fini. Bien évidemment, ce critère, c'est quelque chose d'important. Et là, alors dans mon cas, entre guillemets, de labo, c'est assez facile. Mais pour vous, voilà, soyez conscient que ce 60 mA versus le courant max, c'est-à-dire 10% de ce que vous donnera le maximum possible dans l'association de drive moteur, ce critère-là, donc de 60 mA, ça sera à vous de le fixer et de le fixer judicieusement. L'approche graphique qui est assez empirique, finalement, est assez intéressante. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à la résonance, bon, on va avoir des petites valeurs. À un moment donné, on va d'un coup passer à des grandes valeurs. Voilà. Eh bien, dans mon cas, j'ai choisi 60 mA de seuil. Vous voyez, quand je passe de quelque chose qui ne résonne quasiment pas ou très peu, j'ai ici une valeur de 13 mA. C'est très peu. Par contre, celle d'après où je résonne vraiment beaucoup, ça va être du 200 mA, même plus. Hein. Alors, et voilà, ici j'ai 200 et même après j'ai mémorisé du 270 mA. Voilà, à la fin de l'analyse. 270 mA. Voilà. Donc, il y a vraiment un seuil franc et net. Donc, entre 200 et ici, j'avais 11. Voilà, j'ai décidé de mettre 60 mA. C'est un seuil intéressant. C'est c'est surtout une nouvelle fois 10% de mes 10% que j'avais définis là.
Voilà. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. Je dis pas que c'est la vérité vraie. Voilà. À vous de, comment dire, de connaître votre machine, de comprendre, de déterminer, quelque part de sentir à quel moment la machine va rentrer en résonance, en oscillation d'asservissement. Voilà, nous arrivons au bout de cette présentation de cet algorithme de recherche automatique du Gilode optimal. Le prochain chapitre sera consacré à la librairie Autotune qui fait ça, qui fait dans l'idée, qui fait un petit peu la même chose, mais qui le fait très certainement de manière beaucoup plus poussée. Voilà, je ne l'ai pas encore testé et je vais la tester pour préparer le quatrième chapitre. Mais voilà, je voulais vous présenter ici une méthode simple, parce que quand c'est simple, on maîtrise, et quand on maîtrise, en général, on n'a pas beaucoup de surprises. Je vous remercie.